Comment investir en crowdfunding immobilier? Aujourd'hui, je vais te partager un guide complet sous forme d'une formation gratuite. Je vais te montrer comment j'ai investi en tout plus de 250 000 € en crowdfunding immobilier depuis 2017, ce qui me génère quasiment plus de 1 000 € de revenus passifs nets en moyenne par mois, avec une rentabilité moyenne nette de plus de 8%. Et avec ce guide, tu pourras toi aussi mettre un pied à l'étrier sur ce type d'investissement et tu pourras améliorer ton quotidien, gagner des revenus passifs et même bien plus sur le chemin de la liberté financière. Alors ce guide complet va être composé de 5 modules, 5 parties différentes. Et tout d'abord, je vais te rappeler ou te donner la définition du crowdfunding immobilier et évoquer un petit peu l'historique de ce type d'investissement. Je vais également aborder avec toi les bases du crowdfunding immobilier avec un schéma te permettant de comprendre l'articulation entre les porteurs de projets, les investisseurs et les plateformes. Également, j'évoquerai avec toi les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement. On verra également comment investir, sur quel type de projet, sur quelle plateforme, voilà, quelles sont les meilleures plateformes en crowdfunding immobilier aujourd'hui et également un point essentiel, comment sélectionner avec soin, avec les bons critères, les meilleures opportunités et les meilleurs projets. Sur la partie 4, on verra comment maîtriser les risques, comment maîtriser également la fiscalité et les aspects réglementaires. Et enfin, je terminerai par une étude de cas. Je te montrerai une plaquette d'un projet pour savoir comment l'analyser au mieux. Et également, je te partagerai mes statistiques, le montant global que j'ai investi en crowdfunding immobilier, la rentabilité et pas mal d'autres stats. Et on va commencer par le premier module. C'est quoi le crowdfunding immobilier? Pour cela, on va commencer par une définition. Le crowdfunding immobilier, aussi appelé financement participatif, consiste à faire financer un projet immobilier par une multitude d'investisseurs. En fait, crowd, ça veut dire la foule, et en fait, on fait appel à un financement par la foule et donc pas mal d'investisseurs. Alors, l'historique du crowdfunding immobilier, écoute, c'est un investissement qui existe depuis pas très longtemps par rapport au SCPI, la bourse. C'est quelque chose qui est arrivé en 2014 avec 2 statuts. Il y a eu le statut ISP, c'était plus pour les prêts, et également le statut CIP, et depuis 2023, écoute, il y a un nouvel agrément depuis le 10 novembre 2023. Ça s'appelle l'agrément PSFP pour prestataire de services en financement participatif. Et en fait, c'est un agrément qui a été imposé à l'échelle européenne pour que tous les pays aient la même réglementation. Et au niveau français, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui délivre ce type d'agrément. Donc, on investit en fait sous la forme d'obligations et je voulais vous montrer l'explosion des collectes depuis plusieurs années. En 2016, on était à 55 millions de collectes et en 2022, on était à 1,283 milliard. C'est énorme. Je pense qu'en 2023, on devrait également dépasser ce seuil-là. Donc, c'est vraiment un type d'investissement qui explose. Il y a de belles opportunités, mais tu dois choisir vraiment tes projets avec soin. Donc après ce petit aperçu sur le crowdfunding immobilier, écoute, on va passer maintenant aux bases du crowdfunding immobilier pour que tu comprennes vraiment comment fonctionne ce type d'investissement. Alors le concept, il est simple, c'est un porteur de projet qui a donc un projet à proposer et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est multiplier les projets. Il ne veut pas mettre toutes ses liquidités dans un même projet. Ce qu'il veut, c'est multiplier les projets pour avoir un maximum d'effet levier. Donc pour cela, il a 2 solutions, de passer soit par les banques, soit par le crowdfunding immobilier. Alors par les banques, effectivement, c'est tout à fait possible, mais le problème, s'il a besoin d'1 million d'euros, la banque va lui prêter peut-être 700 000 €, mais va lui demander d'apporter sur ses fonds propres 300 000 €. Le problème pour le porteur de projet, c'est que 300 000 €, c'est très conséquent. Lui, il va vouloir plutôt mettre 50 000 €, 100 000, 150 000 €, tu vois, 15% du projet, mais pas 30%. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller solliciter des plateformes de crowdfunding immobilier pour leur demander d'apporter 150 000 €. Donc tu aurais la banque à 700 000, la plateforme de crowdfunding à 150 000 et lui à 150 000. Donc ça, c'est une possibilité. Après, l'autre possibilité qu'il a, c'est de passer sans la banque, parce que la banque finance pas toujours les projets, notamment sur les petits projets à 200, 300 000 €. Ça les intéresse pas, c'est pas suffisamment rémunérateur. Donc là, ce qu'ils font, c'est directement passer par la case des plateformes de crowdfunding immobilier et donc faire appel au financement participatif. Et dans ce cas-là, je voulais te montrer ce petit schéma qui est basé sur 4 étapes différentes. Donc effectivement, on a notre porteur ou nos porteurs de projets qui vont apporter un projet de promotion ou de marchand de biens ou de refinancement. Et donc, ils vont proposer ce projet-là à une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc, il y en a plein, on verra cela tout à l'heure. La plateforme, elle, si elle valide le projet, écoute, on va passer donc à cette étape 1 qui est la proposition de ce projet-là aux investisseurs. Donc, on va faire appel à une collecte. Et donc, l'investisseur va pouvoir souscrire à des obligations et donc apporter certaines liquidités pour le projet. Une fois que c'est validé, écoute, là, on passe à l'étape 2. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La première brique va prendre
sur la globalité de la collecte une petite somme parce que ça va correspondre à ses frais, mais le reste de l'argent va être donné aux porteurs de projet, souvent en plusieurs étapes. Ils vont débloquer une première enveloppe pour l'achat en fait du foncier, et puis après derrière, s'il y a des travaux, ils vont débloquer pas à pas des petites enveloppes pour les travaux, voilà, sous réserve qu'ils aient des photos, des factures, des artisans ou ce genre de choses, pour sécuriser un petit peu et voir l'évolution pas à pas du projet. Ça se fait comme ça dans les banques, et donc les plateformes de crowdfunding immobilier fonctionnent de la même manière. Et donc le porteur de projet, donc il a acheté son foncier, il fait ses travaux, et puis à la fin, donc on va arriver à un remboursement après la vente donc, des actifs, s'il y a un lot ou plusieurs lots. Souvent, ça met entre 6 et 24 mois, c'est la durée classique de projet en crowdfunding immobilier. Et là, donc la plateforme va récupérer l'argent et va pouvoir le redistribuer aux investisseurs. On va avoir donc ici un remboursement à échéance du nominal, donc du capital que tu as prêté, mais également des intérêts. Et donc souvent sur les plateformes de crowdfunding immobilier, on est à une rentabilité entre 10 et 12% en brut, et c'est vraiment très intéressant. Alors pour aller plus loin, écoute, je vais évoquer avec toi les avantages du crowdfunding immobilier. Le premier avantage qui est très intéressant, c'est le rendement très élevé des projets en crowdfunding immobilier. Donc attention, il y a du risque également en parallèle, mais je vais te montrer donc sur le site de La Première Brique, sur mon tableau de bord, moi j'ai investi plus de 164 000 € aujourd'hui en cumulé sur La Première Brique. Je suis à une rentabilité de 12,21% de rendement moyen avec les bonus bruts. Bien sûr, il y a la flat tax derrière, on en reparlera tout à l'heure dans cette formation. Donc comme tu le vois, c'est des rendements très intéressants. Et si toi, ça t'intéresse par exemple d'investir sur La Première Brique, écoute, il y a un petit lien en description, n'hésite pas à cliquer dessus et comme ça, tu auras 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc ça, c'est le premier avantage, d'avoir un rendement très élevé. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas de frais sur ton capital. Ça, c'est très intéressant par rapport à la bourse, par rapport au SCPI. C'est que tu investis, par exemple, 100 €, tes 100 € vont directement travailler et générer des intérêts. En bourse, c'est différent parce que tu as des frais d'ordre. En SCPI, tu as des frais également à la souscription, que ce soit dans une assurance vie ou en dehors d'une assurance vie. Donc ça, c'est vraiment un avantage du crowdfunding immobilier. Tu as 100% de ce que tu investis qui va générer des intérêts. En fait, il faut comprendre que les plateformes se rémunèrent tout simplement côté emprunteur dans le projet. Et pour nous, c'est transparent. Pas de frais lors du dépôt, lors de l'investissement ou lors du retrait de ton argent. Autre point important, c'est que c'est un investissement passif. Ça demande très peu de temps. Bien sûr, il faut que tu analyses les projets, mais c'est la même chose pour la bourse. Tu dois analyser une action ou les SCPI où tu vas analyser vraiment la globalité. Ça te prend un petit peu de temps au départ, mais après, tu fais plus rien. C'est-à-dire que la plateforme fait tout pendant le projet. Elle gère la collecte, elle va donc donner l'argent aux investisseurs, elle va faire un suivi du projet avec les investisseurs, elle va aussi faire une communication, et puis à la fin, elle va te rendre ton argent, et même elle va également prélever l'argent directement qui doit être distribué aux impôts, parce que tu le sais, il y a une certaine fiscalité sur ce genre d'investissement. Et ça demande très peu de temps par rapport à l'immobilier physique, où tu vas devoir faire des visites, faire une offre, également signer ton compromis, faire appel à la banque pour le financement, faire des devis avec les artisans, puis après suivre tes travaux, et puis trouver à la fin des locataires et assurer la gestion locative. Donc clairement, c'est sans commune mesure et c'est vraiment très intéressant pour commencer à investir. Un autre avantage du crowdfunding immobilier, c'est le billet d'entrée qui est très bas. Tu peux commencer à investir à partir d'1 €, c'est le cas sur La Première Brique. Et quand tu compares par rapport à d'autres investissements, les SCPI ou l'immobilier physique, clairement, c'est pas du tout la même chose. C'est un ticket d'entrée qui est vraiment minime. Tu peux commencer à investir à partir d'1 €, 10 €, 100 €. Il y a vraiment de tout et c'est pour toutes les bourses. Donc c'est vraiment un placement simple et accessible. Autre avantage, c'est que tu as de la diversification en termes de projets, déjà une diversification géographique. Alors effectivement, c'est concentré sur la France, mais tu vas pouvoir investir sur un projet à Lille, un autre à Marseille ou en Haute-Savoie, un autre dans le Pays Basque, et puis peut-être un autre à Clermont-Ferrand, au milieu de la France. Donc tu as une diversification géographique, mais également en termes de type de projet, sur des projets de promotion immobilière via des promoteurs, des projets de marchand de biens ou même de refinancement. Autre avantage, c'est la visibilité sur les projet. Alors, on a une plaquette qui vraiment décrit beaucoup de choses sur le projet avec un bilan financier, des visuels et pas mal de choses. Donc, tu peux analyser et tu as vraiment une vraie visibilité sur le projet. Et au-delà de ça, vu qu'on investit sous forme d'obligation, on a également une visibilité sur les gains que l'on aura parce qu'il y a un rendement associé à l'obligation. Et donc, si tu dois avoir 11%, s'il n'y a pas de problème sur le projet, de défaut, au final, écoute, tu as une visibilité claire sur tes gains potentiels.
Autre avantage par rapport à d'autres investissements, c'est que tu n'as pas de délai de carence jouissance ou très peu en fait. Moi, sur la première brique, quand j'ai investi, quand je souscris, en fait, il y a un délai de 6 jours, un peu plus de 6 jours, jusqu'à l'émission des obligations. Donc pendant cette période-là, les intérêts courent pas, mais c'est rien 6 jours, voilà, globalement, par rapport à des SCPI où généralement tu peux avoir des délais de carence de 2-3 mois. L'immobilier physique, c'est pareil, hein, à partir du moment où tu lances une offre, le temps que, voilà, que tu touches des revenus, généralement, ça peut mettre 3, 4, 5, 6 mois si tu fais des travaux. Donc clairement, c'est sans commune mesure. Donc ça, c'est un vrai avantage. Après, tu as un aspect liquidité. Donc là, c'est un peu un avantage, mais c'est également un défaut. Là, tu vas investir sur des projets d'une durée de 24 mois maximum. Souvent, ça dure aux alentours de 12 mois. Moi, c'est le cas aujourd'hui sur tous les projets sur lesquels j'ai souscrit. Mais l'avantage, c'est que tu vas avoir tes liquidités qui vont revenir régulièrement. Si tu investis sur pas mal de projets, écoute, tous les mois, tu vas recevoir un retour de capital, mais également d'intérêt. Donc, ça ramène une certaine liquidité. Autre avantage que je trouve personnellement, c'est que ça participe au financement de l'économie française parce que quand tu investis sur un projet, tu vas bien sûr, toi, gagner de l'argent, mais tu vas faire vivre également la plateforme, le marchand de biens qui, lui, va avoir une marge, mais également le notaire, l'agent immobilier, les artisans, le diagnostiqueur. Donc, tu vois, ça participe vraiment à l'économie locale et moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Autre avantage, c'est que tu as une fiscalité très simple, c'est une flat tax à 30%, c'est bien plus simple que les SCPI, que la bourse aussi en partie, que l'immobilier physique où tu as une comptabilité assez complexe, donc vraiment la fiscalité est très simple. Et moi, je trouve, si tu dois retenir une chose, que c'est idéal voilà, pour commencer à investir dans l'immobilier parce qu'en analysant les plaquettes, écoute, tu vas comprendre ce que c'est un investissement rentable, tu vas comprendre sur quel type de projet les marchands de biens investissent et donc ça te permettra peut-être demain d'investir en réel sur un projet rentable et de le garder voilà, avec de l'investissement locatif. Alors maintenant, on va passer aux inconvénients parce que comme tout type d'investissement, écoute, il y en a. Le premier gros inconvénient du crowdfunding immobilier, c'est que tu n'as pas d'effet de levier. Par rapport à l'immobilier physique ou les SCPI, où là, tu peux faire appel à la banque et avoir un crédit, là, tu ne peux pas. Donc, tu es obligé d'investir sur des projets en crowdfunding immobilier, tes liquidités, le capital que tu as sur ton livret A ou ailleurs. Il faut que tu sortes voilà, ton capital pour investir en crowdfunding immobilier. Donc, pas d'effet de levier. Le deuxième inconvénient, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que ton placement n'est pas liquide. Si bien sûr, tu as une urgence, si tu veux récupérer tes liquidités, tu ne peux pas. Elles sont investies dans le projet. Alors, petit conseil, tu dois toujours investir de l'argent dont tu n'as pas besoin. Tu dois garder en parallèle une enveloppe voilà, de sécurité en cas de problème. Autre inconvénient, c'est que c'est un investissement relativement court, moyen terme. On n'est pas sur de l'investissement sur un bien physique en immobilier ou de SCPI à échéance 10 ans. Là, c'est des investissements courts, donc ta rentabilité à 11-12% en brut, écoute, ça sera sur une durée courte. Donc, il va falloir faire travailler, réinvestir régulièrement ton capital et tes intérêts dans de nouveaux projets. Autre inconvénient, c'est que tu peux avoir une durée de projet qui est variable. Des fois, les projets sont un petit peu plus courts, des fois, ils sont un peu plus longs parce qu'il y a des retards et potentiellement des défauts. Alors, les défauts, c'est très très rare sur les plateformes aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura de plus en plus voilà, à l'avenir, mais pour l'instant, il y en a très peu, notamment sur les plateformes que je vais te présenter tout à l'heure. Mais tu peux avoir du retard. Donc, si tu envisages de récupérer tes liquidités au bout de 18 mois, le projet pourrait être allongé jusqu'à 24 mois, peut-être plus. Donc, attention à cela. Et autre inconvénient, majeur, mais ça, tu as cela sur tous les types d'investissements, tu peux avoir une perte de capital, donc c'est un vrai risque et tu dois en avoir conscience. Alors maintenant que je t'ai rappelé les bases du crowdfunding immobilier, écoute, on va voir maintenant comment investir. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, rapidement, on peut investir dans plusieurs types de projets. Tu as des projets de marchand de biens, de promotion immobilière et de refinancement. Personnellement, moi, je préfère les projets de marchand de biens. Et dans les projets de marchand de biens, tu as plein de choses possibles. Tu peux investir dans un projet simple d'achat-revente. Tu peux investir également dans un projet avec des travaux, donc achat, travaux, revente, des projets de division et puis également dans des projets différents, qui sont destinés à des particuliers ou même des professionnels via de l'immobilier commercial. Donc, tu as pas mal d'options en fonction de tes sensibilités et c'est important vraiment d'investir dans des choses que tu comprends. Alors, il y a un certain nombre de plateformes de crowdfunding immobilier. Moi, je vais te partager des plateformes que je trouve personnellement très intéressantes sur lesquelles je suis investi. Donc, tu as la première brique qui est vraiment une plateforme très populaire aujourd'hui en crowdfunding immobilier. Tu as également la plateforme Raisers que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a vraiment souvent et régulièrement des bons projets. La plateforme Clubfunding, qui est une plateforme historique, c'est celle qui a le plus collecté depuis l'arrivée du crowdfunding immobilier. Elle propose également le versement d'intérêts mensuels. La plateforme Limo, qui est une plateforme toulousaine, pas loin de chez moi, j'habite
à Bordeaux qui propose beaucoup de promotions immobilières, la plateforme Immocracy qui elle est plutôt concentrée sur des petits projets de marchand de biens mais souvent avec de belles garanties et de belles rentabilités. La plateforme Baltis c'est également une plateforme sérieuse. Et puis je voulais évoquer une plateforme sur laquelle j'ai investi récemment, la plateforme WeVest qui qui arrive sur le marché depuis cette année 2023 et qui propose des projets vraiment très qualitatifs pour les premiers projets qu'elle a proposés. Alors, c'est important de comparer vraiment les différentes plateformes, de regarder leurs avantages et leurs inconvénients. Et moi, personnellement, je vais aborder avec toi la plateforme, la première brique un petit peu dans le détail. Comme ça, tu vas pouvoir regarder ses avantages et ses inconvénients. Et puis, tu pourras te projeter sur les autres plateformes et vraiment comparer à ton niveau, pas à pas. Alors, la première brique, c'est une plateforme qui a été créée en 2019. Donc, tu vois, relativement assez tard, parce que le crowdfunding immobilier est arrivé en 2014. Donc, la première brique, ce n'est pas une plateforme historique. Elle a juste globalement 4 ans. Alors, c'est une plateforme qui a vraiment une belle popularité auprès de sa communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est une plateforme qui propose principalement des projets de marchand de biens, et notamment des petits projets, du moins des projets inférieurs généralement à 1 million d'euros. Et même au départ, quand elle s'est lancée, plutôt des projets inférieurs à 500 000 euros de collecte. Alors, elle a pas mal d'avantages, cette plateforme. C'est pour ça que moi, j'investis beaucoup. C'est ma plateforme numéro 1 en termes de volume d'investissement. Le premier avantage, c'est qu'elle a des rendements très, très importants. 11,3% de rendement brut en moyenne, sans compter les codes bonus, parce qu'ils ont un programme de codes bonus qui est assez intéressant. Donc, je te l'ai montré tout à l'heure. Moi, je suis à 12,21% de rendement moyen, donc c'est vraiment un avantage conséquent. Le deuxième avantage, c'est que c'est pour toutes les bourses. C'est la plateforme la plus accessible qui permet d'investir à partir d'1 €. C'est moins que le prix d'un café. Donc clairement, il n'y a pas d'excuse pour commencer à investir. L'autre avantage, c'est que tu as beaucoup de projets. Tu as quand même 2-3 projets par semaine. Donc tu n'es pas obligatoirement pressé. Si tu ne peux pas investir, écoute, t'attends un petit peu. Il y a toujours des projets qui reviennent régulièrement et qui sont vraiment intéressants. Autre avantage, c'est que tu n'as vraiment aucun frais, pas de frais de dépôt sur l'investissement, sur les retraits. Tu as quelques plateformes qui ont des frais sur certaines étapes, notamment je pense à la plateforme Razer. Si tu veux déposer ton argent en carte bleue, tu as quelques frais. C'est pour ça que moi, je t'utilise plutôt le virement bancaire. Donc, il faut faire attention un petit peu aux frais, mais la plupart du temps, tu n'as aucun frais en crowdfunding immobilier. Tu as également sur la première brique une plaquette super détaillée. Alors, il y a d'autres plateformes qui proposent des plaquettes super détaillées et ça, c'est vraiment important. Mais c'est pour comparer un petit peu avec les autres plateformes. Il y a certaines plateformes qui proposent des plaquettes des fois un petit peu légères où il manque certaines données. Autre avantage, c'est que tu as un délai d'émission des obligations qui est hyper faible et ça, c'est vraiment un critère important pour moi, je trouve. Tu as également un suivi très régulier des projets. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs et la communauté autour du crowdfunding immobilier apprécient la première brique. Tu as une vraie communication régulière tous les mois, tous les 2 mois sur chaque projet. Tu reçois un mail de suivi. Est-ce que le porteur de projet a acheté le foncier? Où il en est des travaux? Souvent, tu as des photos. Où en est de la commercialisation? Et ça, c'est vraiment excellent. Autre avantage également, c'est que si l'apporteur de projet dépasse le délai contractuel du contrat que tu as signé initialement, écoute, il y a des pénalités de retard de 5% qui se rajoutent s'il y a du retard. Donc ça, c'est important parce que le porteur de projet le sait, il faut qu'il boucle son projet le plus tôt possible, sinon il aura des pénalités. Alors l'objectif, c'est pas non plus de le mettre à terre, ce porteur de projet, mais c'est lui rappeler que s'il ne respecte pas les délais contractuels, il y aura des pénalités derrière. Alors elles peuvent être levées dans certains cas, notamment si le porteur de projet peut vraiment justifier ses difficultés. Mais moi, je trouve que c'est un moyen de pression important, intéressant, et c'est bien de l'ajouter dans le contrat. Aujourd'hui, la première brique a 0% de perte et de défaut. Donc, en parallèle avec les autres plateformes, c'est important de regarder cela sur toutes les plateformes. En bas de chaque site des plateformes, tu as un lien indicateur de performance. Je t'invite vraiment à analyser cela. Il y a des plateformes qui ont un volume de retard très conséquent qui peuvent se transformer en défaut et tu as quelques plateformes qui ont également quelques défauts, donc attention. Et enfin, c'est important de regarder les valeurs des plateformes. Pour la première brique, effectivement, ils ont des valeurs très conséquentes, notamment de mettre au centre de leur projet la confiance des investisseurs, et ça, on le ressent vraiment. Ils sont très carrés. Il y a de l'équité également qui te permet d'investir sur tous les projets parce qu'ils ont mis un système de groupe. Vu qu'il y a une telle demande au niveau des souscriptions, il y a quelques mois, écoute, les collectes pouvaient se clore en quelques secondes, donc il fallait être très réactif. Donc avec leur système de groupe, écoute, il y a une certaine équité. Tout le monde pouvait investir à partir d'1 €. Et si tu sollicites le support, tu as toujours une réponse. Tu as des réponses rapides, précises, et ça, c'est vraiment bien. Pour rappel, tu as 1% de rendement supplémentaire si ça t'intéresse. Tu regardes en description, si tu veux commencer à investir sur la première brique. Et concernant les inconvénients, écoute, il y en a quelques-uns. Alors déjà, tu as les risques classiques du crowdfunding immobilier, risque d'illiquidité et de perte en capital, c'est classique.
L'autre point particulier, c'est que la première brique propose des intérêts qu'à la fin des projets, sauf exception. Donc, sur des projets de location courte durée, ça leur arrive de redistribuer des intérêts chaque mois. Mais globalement, c'est des intérêts qui tombent à la fin du projet. Et c'est logique, c'est quand on vend en fait les lots et c'est quand le bien est revendu qu'on peut payer tout le monde et notamment les investisseurs. Alors, il y a certaines plateformes qui proposent des intérêts mensuels comme Clubfunding. C'est intéressant, c'est satisfaisant côté investisseur, mais il faut bien comprendre que cela, ça se paye. Ça veut dire que le porteur de projet paye bien plus en frais par rapport à des projets type la première brique. Autre inconvénient, c'est que ton billet d'entrée, il est plafonné. Jusqu'à pas longtemps, on pouvait investir jusqu'à maximum 2 000 euros. Là, ils ont levé le plafond maintenant. Sur certaines collectes, on peut aller jusqu'à 5 000 euros. Mais si tu es un gros investisseur, écoute, tu ne pourras pas mettre de gros billets sur la première brique. Il y a d'autres plateformes qui te permettent d'aller bien plus haut, de mettre 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros et bien plus. Et enfin, il y a un inconvénient, c'est que tu ne peux pas investir dans l'enveloppe du PEA-PME. Les projets ne sont pas rattachés à cette enveloppe fiscale qui te permet de réduire ton imposition. Donc, c'est important que tu compares toutes les plateformes. Et si ça t'intéresse, écoute, regarde en description, il y a un petit lien qui te permettra d'avoir une vue des codes bonus, voilà, des plateformes que je recommande personnellement. La première brique, on en a parlé, mais également sur Razer, si tu t'inscris, tu peux obtenir 100 euros de bonus, 50 euros sur ton premier investissement et 50 euros sur ton second investissement. Il y a également des codes bonus sur Immocracy, WeVest, qui est très intéressant avec 1% de cashback sur tous les projets. Donc, il y a des choses intéressantes. Regarde bien ces codes bonus parce que quand tu commences à investir, ça peut être vraiment la cerise sur le gâteau. Si tu trouves un bon projet avec ton inscription et un code bonus, écoute, tu vas avoir de belles rentabilités à 15 ou 16%. Donc maintenant, on va passer à l'inscription sur la plateforme. Écoute, l'inscription, elle se fait très simplement, c'est rapide. Il suffit tout simplement de renseigner quelques données, ton mail, un mot de passe et puis ton code bonus. Après, tu devras compléter un questionnaire, mais c'est comme ça sur tous les sites, même sur des brokers en bourse. Il faut que tu remplisses un certain nombre de données et tu devras également ajouter ta carte d'identité. Et enfin, tout simplement, tu devras alimenter le compte avec des liquidités, soit via carte bancaire, soit virement. Les deux sont possibles généralement. Et maintenant, on arrive au point majeur du crowdfunding immobilier, c'est de choisir les meilleures opportunités d'investissement. Et pour cela, tu vas devoir analyser précisément les plaquettes des projets. Et pour cela, je te recommande de te baser sur des critères de sélection. Il y a des points clés qui sont indispensables pour vérifier s'il y a un projet de qualité ou de moins bonne qualité. Et le premier point, le premier critère, c'est déjà de choisir des projets qui t'intéressent. On a parlé tout à l'heure de la typologie des projets, marchand de biens, promotion immobilière ou refinancement. Il est important que tu sélectionnes des projets, des types de projets dans lesquels tu crois et pour lesquels tu es sensible. Le deuxième critère important, c'est l'emplacement. Je ne sais pas si tu connais cet adage, mais c'est vraiment clé d'investir dans un projet super bien placé. Pour te donner un exemple, j'analyse beaucoup de projets sur ma chaîne YouTube Liberté Financière Laurent et effectivement, la localisation est vraiment différente en fonction des projets. J'ai pu par exemple analyser un projet à 15 km de Monaco, juste au bord de mer. Clairement, là, l'emplacement, il est premium. Tu vas des fois sur des projets un peu plus reculés, à 20 km d'une grande ville, sur une commune de 2000 habitants. Donc là, l'attractivité n'est pas la même et l'emplacement est un petit peu moins premium. Donc ça, c'est vraiment très important. L'emplacement. Et tu peux aussi vérifier la proximité. Est-ce qu'il y a une voie ferrée? Est-ce qu'il y a un aéroport à proximité? Et tout ça, effectivement, c'est des critères importants à prendre en compte. Un autre point important, c'est de regarder le porteur de projet. Alors, c'est à deux niveaux. Déjà, investir sur un porteur de projet qui a très peu d'expérience, qui commence juste avec une société de marchand de biens qui vient juste d'être créée, c'est un risque. Clairement, c'est un risque parce que la personne n'a pas beaucoup d'expérience. Alors qu'en parallèle, on arrive à trouver des projets avec des marchands de biens qui ont 20 ans d'expérience. Et là, clairement, c'est pas tout à fait la même chose. Un autre point important sur les porteurs de projet, c'est de vérifier l'apport et l'engagement qu'ils ont sur le projet. S'ils apportent uniquement 5% en termes de liquidité d'apport sur le projet, clairement, c'est assez peu. Ils ne se mouillent pas beaucoup. Moi, je préfère clairement des projets où le porteur va mettre 15% sur la table, 20% de fonds propres. Comme ça, au moins, il se mouille et il a investi vraiment dans le projet comme nous. Et on arrive à un critère majeur, ça concerne les garanties et les sûretés. C'est un élément clé. Alors attention, ce n'est pas l'élément le plus important parce que avant tout, tu dois vérifier la qualité du projet. Les garanties, c'est plus une sûreté si le projet se passe mal. Mais c'est vraiment quelque chose de très important et tu as différentes garanties. Donc là, j'ai mis des petites diodes. Les verts, ça veut dire que c'est vraiment des garanties que je te recommande. Les garanties orange, c'est un petit peu limite. Et les garanties rouges, clairement, ça apporte assez peu de valeur au projet. Donc, tu augmentes ton risque si tu investis sur ce type de projet. Alors, pour les deux premières garanties, et surtout la première, alors tu as la fiducie, c'est clairement la garantie reine. C'est une garantie qui vient des pays anglo-saxons qu'on ne voit pas souvent sur les projets de crowdfunding immobilier, mais quand tu la vois, clairement, c'est très intéressant.
Pourquoi? Parce que c'est une garantie sur le bien. Ça veut dire que si le projet se passe mal, on va pouvoir avoir un transfert de propriété et récupérer le bien et potentiellement le revendre. Ça veut dire que la plateforme pourra missionner quelqu'un pour revendre le bien et donc on pourra récupérer notre capital et potentiellement des intérêts. Et ça, c'est très intéressant parce que, également, contrairement à la deuxième garantie d'hypothèque inscrite de premier rang, c'est que là, on ne va pas passer par voie judiciaire. On va vraiment pouvoir revendre le bien par un intermédiaire qu'on a choisi et on va pouvoir le vendre plus ou moins au bon prix d'une part et d'autre part, le revendre bien plus rapidement. Donc la deuxième garantie, c'est l'hypothèque inscrite de premier rang. Donc c'est une garantie que l'on voit sur la plupart des projets de crowdfunding immobilier. C'est vraiment une belle garantie s'il y a une couverture hypothécaire intéressante et on va en reparler juste après. Mais quand tu as cette garantie, c'est vraiment un point positif parce que c'est une garantie qui va te permettre, si le projet se passe mal, de récupérer entre guillemets le bien. Alors on va passer par une voie judiciaire, il y aura sûrement une vente aux enchères, mais c'est vraiment une garantie sur le bien qui te permettra de retrouver au moins une partie du capital à la fin. Après, on passe à des garanties qui sont vraiment moins intéressantes. Alors, on a l'hypothèque inscrite de second rang. Donc là, la difficulté, c'est que souvent, l'hypothèque de premier rang, elle est sur un créancier, par exemple la banque. Et nous, on est le deuxième créancier. Le problème, c'est que si le projet se passe mal, c'est la banque qui va se rembourser en premier et puis nous, on va récupérer les miettes derrière. Donc ça, c'est un vrai risque. Attention quand il y a une banque dans le projet parce qu'on risque de perdre vraiment son capital et de ne pas pouvoir le récupérer. Alors, il y a une autre garantie également qu'on voit souvent, c'est une GAPD. Donc là, ce n'est pas une garantie sur le bien, c'est une garantie sur la société qui porte le projet ou même des sociétés holding environnantes dans le projet. Là, la difficulté, c'est que tu ne sais pas potentiellement s'il y a d'autres GAPD sur d'autres projets, d'une part, et tu ne sais pas aussi dans quel état sera la société dans 1 an, 2 ans. Ça veut dire qu'elle est peut-être viable aujourd'hui à la ratio fonds propres dette correct, mais si ça se trouve, dans 1 an, ce ratio va être totalement déséquilibré et du coup, la GAPD va perdre vraiment de son poids et tu ne pourras rien y faire. Et tu as 3 autres garanties qui sont vraiment pas très intéressantes. C'est l'hypothèque non inscrite ou promesse d'affectation hypothécaire. On le voit régulièrement. Il y a un porteur de projet qui fait une promesse, voilà, c'est inscrit chez le notaire, mais derrière, est-ce qu'il va au final passer à l'action? Quel moyen de pression on va avoir pour qu'il fasse son inscription d'hypothèque de premier rang ou de second rang? Et là, c'est une promesse et elle n'engage tout simplement que la personne qui fait cette promesse, donc c'est pas nous. Autre garantie, c'est le nantissement. Alors, tu as plein de types de nantissement, nantissement sur l'épargne, nantissement, enfin, tu as pas mal de choses. Donc, c'est un gage, en fait, sur la société, mais vraiment, c'est pas une garantie que je recommande. Et enfin, tu as une garantie que l'on voit régulièrement. Donc là, c'est le cautionnement personnel et solidaire. C'est une garantie sur la personne, sur le patrimoine de la personne, mais le problème, c'est que dans les plaquettes, on n'a jamais une visibilité complète du patrimoine du porteur du projet. Donc ça, c'est un petit peu délicat à analyser et donc c'est pas une garantie que je regarde précisément. Donc comme tu le vois, donc il y a 2 garanties qui sont vraiment très importantes, voilà, à cibler sur les projets. Et souvent, ce que l'on voit aussi, c'est une combinaison de garanties. Il n'est pas rare de voir, par exemple, un projet qui aura une hypothèque inscrite de premier rang, également une GAPD, également le cautionnement personnel et solidaire. Donc, c'est bien quand tu as 3 garanties. Il y a aussi des cas où tu n'en as que 2, une hypothèque de premier rang et un cautionnement personnel, ou une fiducie et un cautionnement personnel. Donc, quand tu as des combos comme ça, écoute, ça paraît quand même sécurisant. En lien avec ces garanties, surtout l'hypothèque de premier rang, il y a une notion de couverture hypothécaire qui est importante. Parce que si tu prêtes 300 000 € et que ton porteur de projet achète le bien au départ, ton foncier à 300 000 €, tu as une couverture de 100%. Ça veut dire que demain, si on doit revendre le bien, récupérer le bien pour le revendre via voie judiciaire ou via une fiducie, clairement, là, tu vas te couvrir. Ça va pouvoir te permettre de rembourser ton capital. Et il n'est pas rare de voir des couvertures hypothécaires de 150%, 130%, et donc ça c'est cool parce que ça couvre d'une part ton capital et également tes intérêts. Donc ça c'est très sécurisant, alors que si tu as une couverture hypothécaire, on va dire de 70%, et par exemple si on prête 500 000 € et que ton foncier est acheté qu'à 400 000 €, clairement ta couverture hypothécaire n'est pas suffisante et c'est un risque sur le projet à prendre en compte, voilà, dans tout tes critères. Donc attention à cette couverture hypothécaire et tu as également d'autres indicateurs comme le LTA et le LTV. Je t'invite à analyser ce genre de choses. C'est important d'avoir une vision là-dessus comme critère de sélection pour tes projets. Autre critère important, c'est l'endettement des sociétés. Si tu vois que ton ratio entre les capitaux propres et ta dette est totalement énorme, c'est-à-dire que si tu as 100 000 € de capitaux propres mais tu as 1 million de dettes, tu as un ratio de 1/10, là clairement ça ne va pas. Donc moi je te conseille de cibler des projets pour lesquels les sociétés qui portent le projet ont un ratio inférieur à 3 ou inférieur à 2,5, c'est important de cibler des projets avec des sociétés en bonne santé. Autre critère, c'est la pré-commercialisation. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Alors, attention, moi j'investis des fois dans des projets où il n'y a pas de pré-commercialisation. C'est pas grave, si les autres critères sont bons, ça arrive. Mais quand il y a de la pré-commercialisation, écoute, c'est toujours un plus. Alors, attention,
là-dessus quand même. Si c'est juste une offre écrite, ça a peu de valeur. Par contre, si tu as des compromis signés, c'est toujours mieux. Alors attention quand même aux conditions suspensives parce que tu peux avoir des conditions suspensives de prêt. Donc warning là-dessus, il faut bien lire vraiment les plaquettes. Et enfin, attention au pourcentage parce que si le porteur de projet doit revendre 10 lots et il n'y a qu'un lot qui est sous compromis signé, c'est qu'un lot, ça fait que 10%. Donc attention là-dessus à bien analyser ces éléments-là. Autre point très, très, très important, c'est le prix de sortie, le prix au mètre carré ou le prix global du projet. Et pour cela, tu peux aller sur le site Meilleurs Agents, tu peux regarder le prix au mètre carré du marché et le comparer par rapport au projet. Et aussi sur Meilleurs Agents, tu peux regarder l'évolution du marché aussi. Parce que si tu as une chute libre de 10% des prix du marché localement, attention là-dessus, parce que ça veut dire qu'à la revente, le porteur de projet aura peut-être du mal, ce qui peut engendrer des retards, voire même des défauts au final. Attention également s'il y a de la rénovation ou non sur le projet. Évidemment, si tu ne fais pas de rénovation, si c'est un projet tout simplement d'achat-revente, là, on va plus chercher au niveau du prix de sortie à être entre la fourchette basse et la fourchette moyenne du marché local. Évidemment, si tu fais une rénovation complète et que tu revends un bien quasiment neuf, là, on sera plus entre la fourchette moyenne et la fourchette haute du projet. Attention à ne pas être au-dessus de la fourchette haute ou alors il faut vraiment que ça soit justifié par un bien d'exception ou un emplacement premium. Donc, fais bien attention au prix de sortie. Autre critère très important, c'est la marge. Moi, j'investis personnellement que sur des projets où il y a vraiment beaucoup de marge, au moins 15%, si ce n'est 20 ou 25%. Des fois, on voit même 50% de marge. Je l'ai vu sur un projet, je crois, en Belgique d'immobilier commercial où il y avait 50% de marge. C'était exceptionnel. Bon, ça, c'est relativement rare. Mais attention quand même aux projets où il y a moins de 15% parce que si le projet se passe mal, le porteur de projet n'aura pas beaucoup de marge pour baisser le prix de sortie de ses biens, de ses lots pour les revendre et aura peut-être des difficultés à revendre à perte ces projets. Donc, quand tu as un projet qui a 20% de marge, clairement, si on descend à 10% de marge, ok, le porteur de projet gagnera moins, mais clairement, tout le monde ressortira par le haut du projet et c'est une marge vraiment supplémentaire pour nous, investisseurs. Autre critère, et l'avant-dernier des principaux, c'est les autorisations administratives. Attention, si tu as des demandes auprès de l'urbanisme, si ton permis de construire il est validé, si le délai de recours est passé, attention à cela. Attention également si tu as une copropriété, parce que des fois, il faut faire des demandes en copropriété, il faut que ça soit validé dans des AG, dans des assemblées générales, donc attention à cela. Et puis, au-delà de ça, fais attention aux projets où il y a beaucoup de travaux, parce que quand tu as une enveloppe de travaux qui représente 60% du projet global, si ton foncier a été acheté peut-être pour 30%, tu as des frais de la plateforme de 10-15%, et puis tu as une enveloppe de travaux qui est énorme. Attention à cela, parce que les travaux, ça peut vite déraper. Tu peux découvrir des choses au fur et à mesure du projet. Et attention également, certaines plateformes le font, mais pas toutes. Des fois, il y a des lignes d'aléas, c'est-à-dire qu'on prévoit une enveloppe supplémentaire de 5 ou 10% en cas d'aléas sur les travaux, et ça, c'est toujours un plus. Donc, fais attention à cela dans les plaquettes. Alors maintenant, je voulais évoquer avec toi quand même 2 critères qui sont pour moi secondaires, mais importants. Le rendement, ce n'est pas un critère principal parce qu'il vaut mieux investir dans un projet à 10% de qualité où tu es quasiment sûr de récupérer à la fin ton capital et tes intérêts plutôt qu'un projet où tu vas être à 12 ou 13%, mais il y aura plus de risques et tu as un risque donc de perte en capital. Donc attention vraiment au rendement, ça ne doit pas être ton critère principal. Et au-delà de ça, fais attention également au délai d'émission des plateformes parce que moi, personnellement, j'ai vu des plateformes qui ont des délais d'émission quasiment de 1 mois, même plus d'1 mois dans certains cas. Donc ça, c'est pas top parce que pendant ce temps-là, ton capital ne génère pas d'intérêt. Donc maintenant, on a vu la définition et les bases du crowdfunding immobilier, on a vu comment investir en crowdfunding immobilier, sur quel type de projet, sur quelle plateforme et sur quels critères tu peux sélectionner les bonnes opportunités et les bons projets. Et maintenant, on va passer à quelque chose qui est très important et souvent sous-estimé et non regardé par les investisseurs, c'est la partie risque, fiscalité et les aspects réglementaires. Alors les risques, on en a déjà un petit peu parlé, mais je veux te les rappeler vraiment ici. Tu as un risque de retard et de défaut sur tes projets. Clairement, on est sur de l'immobilier, il peut se passer plein de choses, donc fais attention là-dessus, tu as un risque qui est vraiment réel. Et ça peut t'amener clairement sur un risque de perte en capital. Alors le risque de perte en capital, il est à 3 niveaux. D'une part, tu peux récupérer ton capital et perdre en fait les intérêts que tu devais avoir dans le cas du projet. Tu peux après, sur ton capital en tant que tel, avoir une perte partielle du capital parce que peut-être que le bien sera revendu parce que le porteur n'a pas assuré ou a eu des difficultés sur le projet, et il y aura peut-être une décote au niveau de la vente aux enchères, peut-être moins 20, moins 30%, donc on ne va pas récupérer toute l'enveloppe collectée initialement, et donc on aura une récupération partielle de notre capital. Et puis tu as le risque global qui est la perte complète du capital, donc ça peut arriver. Moi, je ne l'ai jamais eu jusqu'à présent, et j'essaie de faire en sorte de sélectionner les meilleurs projets pour que ça m'arrive
pas ou le plus tard possible. Après, j'en ai conscience que tôt ou tard, j'en aurai un. Projet obligatoirement en perte, mais pour le moment, écoute, j'en ai pas et c'est tant mieux. Alors, il y a un autre risque qui est très important à comprendre, c'est le risque d'illiquidité parce que tu investis sur une certaine durée, donc tu ne pourras pas récupérer ton argent. Autre risque également, c'est le risque sur le marché de l'immobilier parce que automatiquement, si le marché de l'immobilier français s'écroule, on a par exemple un moins 40%, donc automatiquement, on ne va pas récupérer toutes nos billes, donc ça, il faut que tu en aies conscience. Il y a également un risque réglementaire à mon sens parce que potentiellement, l'État pourrait tôt ou tard changer les règles sur le crowdfunding immobilier, donc attention à ça, être vigilant, parce que l'État fiscalise quand même beaucoup les investissements, donc les règles du jeu pourraient potentiellement changer. Et je vais te donner 2 conseils. Alors, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine ni conseiller en investissement financier, mais je te donne quand même 2 petits conseils importants. C'est qu'il faut que tu diversifies tes investissements vis-à-vis de ton patrimoine. C'est important de ne pas mettre tous tes yeux dans le même panier, de ne pas faire all-in sur un projet ou sur une plateforme. Ça, c'est important. Et deuxièmement, conseil, investis vraiment uniquement l'argent dont tu n'as pas besoin. C'est vraiment un conseil de base dans tout type d'investissement. Alors maintenant qu'on a parlé des risques, écoute, on va parler rapidement de la fiscalité. Alors la fiscalité en crowdfunding immobilier, elle est très très simple. Il y a une automatisation également entre les plateformes et le site des impôts, ce qui permet d'avoir très peu de choses à faire pour la déclaration. Et puis l'avantage, c'est que tu as une flat tax, donc tu n'as pas de calcul complexe à faire. Moi, j'ai déjà investi en location meublée non professionnelle avec des investissements physiques. Clairement, il y a une comptabilité à faire et c'est vraiment hyper chronophage. Même chose pour la SCPI où la déclaration n'est pas si simple que ça. Tu dois passer plusieurs heures là-dessus, donc attention. Et donc, vis-à-vis de la fiscalité, tu as globalement 4 options. L'option générale, c'est la flat tax ou le PFU, ce qui s'appelle le prélèvement forfaitaire unique. Donc ça, c'est le cas général. Et là, ça va dépendre un petit peu de ta TMI, de ton taux marginal d'imposition. Donc, je vais aller sur le site des impôts. Tu peux aller sur cette page-là et donc, on a nos tranches d'imposition. Donc, quand tu es sur une tranche d'imposition à 30% et plus, généralement, tu es soumis à la flat tax. Et également, dans certains cas, quand tu es à 11%, également, en fonction de tes revenus, tu vas être à 30%. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est le cas le plus commun. Et ces 30%, comment ils sont ventilés? En fait, tu vas payer 17,2% de prélèvements sociaux et également 12,8% d'impôts. Et si on fait un petit calcul, pour être plus représentatif, si tu as un projet qui est à 10% brut, pour faire simple, écoute, tu vas récupérer 7% net dans ta poche d'intérêt que tu vas pouvoir réinvestir et bénéficier un petit peu de l'effet cumulé. Et si on est sur un taux de 9,4% brut, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la rentabilité moyenne brute en crowdfunding immobilier en 2022. Là, on sera sur du 6,58% net dans ta poche. Donc ça, c'est pas mal quand tu compares par rapport à d'autres investissements. La bourse, les CPI, tu peux comparer par rapport à ton livret A qui est aux alentours de 3%. Là, on est à plus du double. Donc c'est vraiment pas mal. Et moi, personnellement, comme je te l'ai montré tout à l'heure, sur la première brique, je suis à 12,21% en brut, ce qui me fait un rendement de 8,55% net. Donc après, moi, j'intègre dans ma tête du risque. Donc pour moi, si j'arrive et si un jour j'ai des défauts ou quoi que ce soit, si je tombe à 8% ou même 7% net, c'est pas grave parce qu'il reste quand même 7% et c'est quand même une petite marge de sécurité en cas de problème. Alors ça, c'est le cas général de la flat tax. Tu as un deuxième cas qui peut arriver, c'est quand tu as une TMI un peu plus faible, aux alentours de 11%, il peut être intéressant d'activer une option pour être sur le barème progressif. Comme ça, tu paieras un petit peu moins de 30%. Tu auras toujours les prélèvements sociaux, mais la partie des 12,8%, en fait, elle sera soumise au barème progressif. Et si tu es imposé à 11%, écoute, tu ne paieras pas 12,8, mais 11. Donc, tu peux gagner un petit peu là-dessus. Après, tu as une troisième option sur le PEA, PME. Donc là, ce qui est intéressant dans cette enveloppe fiscale, c'est que tu vas avoir un prélèvement de l'impôt à la sortie. Et surtout, si tu as ouvert ton PEA depuis plus de 5 ans, tu seras fiscalisé uniquement sur les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 et tu n'auras pas d'impôt supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment bien. Néanmoins, attention, il y a assez peu de plateformes qui proposent cela et surtout aussi assez peu de banques parce que ton PEA, PME doit être ouvert dans une banque. Donc, je sais que tu as Boursorama qui le propose avec Humanity, tu as également Before qui le propose avec Baltis et pas mal d'autres plateformes. Mais attention là-dessus parce que tu as des frais quand même d'1,2% à la souscription et puis tu as également un délai d'émission de tes obligations avec bien sûr des délais bancaires qui se rajoutent, des délais administratifs conséquents. Donc, attention à cela. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je vais le tester prochainement sur Before mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et tu as une quatrième option fiscale. Alors ça, c'est pour ceux qui vivent à l'étranger, parce qu'il y a certains pays dans le monde où tu ne payes pas de fiscalité, que ce soit sur les dividendes ou les intérêts. Donc ça peut être une solution d'aller vivre ailleurs pour éviter un certain matraquage fiscal, parce que je te rappelle, selon l'OCDE, la France est le 2e pays le plus fiscalisé au monde après le Danemark.
Donc après avoir parlé de cette partie fiscalité et des risques, petit point sur les aspects réglementaires très rapidement. Donc jusqu'à présent, on était soumis à des agréments IFP, CIP depuis 2014. Ça a changé depuis le 10 novembre 2023. Maintenant, on est passé sous un agrément PSFP, donc de prestataire de services de financement participatif. Donc c'est un agrément européen qui va permettre en fait aux plateformes aussi d'aller potentiellement investir sur d'autres pays. Je ne sais pas si elles vont le faire parce que déjà elles ont beaucoup à faire et des possibilités de croissance sur le marché français, mais ça va permettre d'uniformiser un petit peu la réglementation entre tous les pays, ça c'est un premier point, et également ça ajoute certaines règles complémentaires. Alors il faut que tu saches qu'en France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui délivre cet agrément. Donc voilà concernant cette partie fiscalité, risque et également réglementaire. Donc maintenant, pour être un petit peu plus concret, écoute, on va faire une étude de cas. On va déjà regarder une plaquette d'un projet que j'ai sélectionné. Très rapidement, on va la balayer, mais ça va te permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dans une plaquette, notamment si tu débutes, parce que cette formation gratuite, elle est destinée à toi. Si tu t'intéresses au crowdfunding immobilier et que tu as envie d'essayer, écoute, c'est important de regarder comment se présente une plaquette. Et pour cela, j'ai pris la plaquette d'un projet de la première brique. Alors, tu arrives sur une deuxième slide, ici, où tu as un rappel du montant de la collecte. Donc là, c'était 360 000 €. Tu as ton rendement de 11,5% sur l'année, sans code bonus. Donc ça, c'est vraiment un rendement très intéressant, avec une durée cible de 8 mois. Tu as également ici une synthèse du projet. Donc c'est là que tu vas voir si c'est un projet de marchand de biens, de promotion immobilière ou également de refinancement. Donc là, c'est un projet, il me semble, c'est l'achat de 2 appartements avec derrière une revente par la suite. Il n'y a pas de travaux. Donc tu vois, il y a des informations générales. C'est important de lire les choses. Et puis, si tu veux prendre ton temps, moi, ce que je te recommande, quand tu ouvres le PDF, c'est d'utiliser ce petit bouton-là, de surligner les points clés et de cibler les critères importants de sélection, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut être des éléments positifs ou négatifs. C'est important de faire le tri et de faire ressortir de toutes ces informations les éléments clés. Donc, on a des informations également sur le porteur de projet, sur le financement. Et puis, on va dérouler le projet. On a des informations sur la localisation, le plan du département. Donc là, on n'est pas loin de Genève, près d'Évian-les-Bains et de Thonon-les-Bains. On a l'adresse du bien, donc tu peux aller sur Google Maps, regarder un petit peu la localisation. Tu peux regarder aussi l'adresse dans la rue, voir ce qu'il y a dans les alentours. C'est important, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'emplacement. Tu as des informations sur l'environnement du projet, la population, l'évolution du marché, des visuels de ton bien. Donc ça, c'est vraiment top de regarder où se situe ton bien. Des visuels à l'intérieur, d'autant que je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de travaux sur ce projet-là, donc c'est important de voir si le bien il est totalement rénové ou s'il y a quand même des prestations satisfaisantes pour une revente. Tu descends, on a la localisation ici du bien, et puis on arrive sur une slide qu'au milieu généralement des plaquettes, c'est le bilan prévisionnel financier, donc ça c'est important que tu t'arrêtes là-dessus, que tu regardes toutes les lignes. Alors après, avec l'habitude, tu verras, tu iras beaucoup plus vite. Donc là, on voit qu'on est sur un projet où on a un foncier de 86%, ça veut dire que 86% du projet est représenté par l'achat du bien globalement, donc tu n'auras pas ou très peu de travaux, parce que après derrière, la plateforme va prendre aux alentours de 13-15% de frais, c'est aussi nos intérêts, plus la rémunération de la plateforme. On a souvent également le prix au mètre carré à l'acquisition, donc ça c'est important comme élément. Un total prix de revient, et puis nos lots vont être revendus. Donc là, on a le prix de revente envisagé par le porteur de projet, et on a notre prix de vente global avec la marge du porteur de projet, et qui dans ce cas-là va être de 18%, c'est noté ici également, et on a notre prix de sortie qui est très très important à analyser, de 3 660 € le mètre carré. Donc là on va descendre également, on a une petite synthèse sur le foncier, donc c'est bien, il rappelle certaines choses, on a un rappel sur les travaux, donc là il n'y a quasiment rien, donc on passe dessus. Tu as également un petit encart sur l'urbanisme, donc c'est très important de regarder s'il y a un permis de construire, s'il y a une déclaration préalable ou ce genre de choses, ou également des choses en lien avec la copropriété, la commercialisation. Donc là, on voit que c'est pas du tout commercialisé pour le moment, donc c'est comme ça. On descend encore, donc là, il y a une étude de marché. Alors la première brique, ils font vraiment bien les choses. Toutes les plateformes ne font pas obligatoirement cela. Ils ont été relevés, les données de 6 sites différents, Net Vendeur, Se Loger, le baromètre des notaires, Efficity, meilleurs agents et Immobilier, Le Figaro. Et ces éléments-là vont permettre d'avoir une moyenne sur le prix bas du marché, 2 551 €, sur le prix moyen du marché, donc 4 000 € globalement, et sur le prix haut du marché dans la zone, localement, de 4 830 € le mètre carré. Donc nous, on sort à 3 660 € le mètre carré. Donc c'est pas mal parce qu'on voit qu'on est en dessous du prix moyen du marché, sachant qu'on va revendre des biens qui vont pas être rénovés, mais qui sont quand même de qualité. On a vu tout à l'heure sur les visuels, c'était pas totalement à revoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal en prix de sortie.
Et on descend, il y a encore pas mal de slides, et puis on arrive sur des slides sur le porteur de projet. Donc là, on voit que notre porteur de projet, vis-à-vis des critères de sélection, écoute, il a 20 ans d'expérience. On voit qu'il a créé donc une société pour le projet, la récente, en 2023. Donc ça, tout ça, je t'invite vraiment à le lire. Je parcours très rapidement. On a un bilan financier de sa société qui est au-dessus, la SAS, la fourmi. Ce qui est important de regarder, c'est souvent les capitaux propres et la dette, et de regarder le ratio. Donc là, on a des capitaux propres négatifs, donc warning, moins 400 000 euros, et on a des dettes de 2 640 000 euros. Donc là, warning là-dessus, c'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre de ce projet-là, la première brique avait demandé au porteur de projet qu'il crée une société dédiée au projet pour que le projet ne soit pas rattaché en fait à la holding qui est dans une situation délicate entre les capitaux propres et la dette. Donc on continue. Là également, souvent les plateformes rappellent le track record donc d'anciens projets qui ont été faits par le porteur de projet. Donc ça, c'est intéressant de regarder cela. On a une slide très importante, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur les garanties. Et là, on a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est top. Avec une couverture hypothécaire à hauteur de 100% parce qu'on prête 360 000 euros dans ce projet et le foncier a été acheté 360 000 euros. Donc ça, c'est top et c'est vraiment un bon signe pour le projet. On descend encore un petit peu et puis là, tu as une petite synthèse un petit peu de l'organisation du projet parce que là, il y a le porteur qui met globalement 100 000 euros sur la table. Ça représente ici 21% du projet. Nous, première brique, écoute, les investisseurs ont apporté 360 000 euros parce que ça, c'est un projet qui a déjà été collecté. Et puis, on a l'organisation du projet. Donc là, on a la SAS, la fourmi, qui elle est très, très endettée. Et là, je crois que dans le cadre de ce projet-là, le porteur a créé cette société-là qui va porter donc le projet La Cigale. Donc voilà ce que je pouvais dire globalement sur la plaquette. Donc tu vois, il faut vraiment que tu analyses ça. Donc au début, tu vas passer un petit peu de temps, tu vas cibler les critères. Donc n'hésite pas à regarder cette formation gratuite. C'est vraiment important de te former au départ. Et puis petit à petit, ça va vraiment devenir naturel. Et en 5 minutes, clairement, tu pourras analyser un projet et ça sera vraiment facile. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Tu as également cette slide-là qui te permet d'avoir un petit peu la temporalité du projet. Là, la collecte a eu lieu au mois de novembre 2023. Et puis le projet devrait être terminé en janvier 2025. Donc voilà ce que je pouvais te dire globalement sur la plaquette. Donc tu dois absolument lire la plaquette et une fois que tu as lu la plaquette et que tu t'es fait ton propre choix, ton propre avis, écoute, tu vas passer à la souscription et sache que si aussi c'est difficile pour toi d'analyser plaquette, regarde ma chaîne parce que je fais des analyses de projets régulièrement, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu auras les notifications et tu pourras tout simplement comprendre comment ça fonctionne. Alors une fois que tu as choisi ton projet, écoute, tu vas passer à l'étape de souscription. Moi, mon conseil, c'est vraiment anticipe clairement cette souscription, donc commence à déposer l'argent quelques jours avant la souscription, parce qu'en fonction des plateformes, la collecte pourrait vraiment se clore en quelques secondes ou quelques minutes. C'est le cas sur la première brique, alors peut-être un peu moins sur les derniers projets, mais pendant une période, clairement, c'était hyper compliqué et frustrant pour les investisseurs parce que le projet partait très rapidement. Donc anticipe cela, c'est très important, et une fois que tu auras souscrit, tu devras signer un contrat, le contrat obligataire, qui t'engage donc du coup dans cet investissement avec une rentabilité cible. Alors maintenant, je voulais te partager un petit peu mes investissements. Voilà, je vais te présenter quelque chose que je n'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Donc, je vais zoomer un petit peu si j'y arrive. Hop, voilà, on va passer à 130%, même 140%. Donc moi, aujourd'hui, je suis investi sur 140 projets. J'ai 32 projets qui ont déjà été terminés, où j'ai été remboursé. Donc, je n'ai jamais eu de défaut. J'ai eu quelques retards là-dessus, mais tout s'est terminé correctement. Donc, tu vois, c'est déjà pas mal. Donc, j'investis après de plus en plus, depuis 2022. J'ai 108 projets en cours. En investissement cumulé, comme je te le disais en introduction, j'ai investi plus de 252 000 euros et j'ai en cours 187 000 euros investis dans des projets. Mon ticket moyen, c'est 1 800 euros par projet. J'ai une rentabilité moyenne sur toutes les plateformes parce que par rapport à la première brique, sur les autres plateformes, j'ai une rentabilité un peu moindre. Mais en global, je suis à 11,84%. Et donc, ce qui me fait un rendement moyen net en retirant la flat tax de 8,29%. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors après, j'ai quelques indicateurs sur les retards. Je suis aujourd'hui sur mes projets investis à 10% de retard. Je me suis fait quelques indicateurs pour avoir le retard en fonction de la durée. C'est-à-dire que les retards de plus de 12 mois, pour le moment, j'en ai pas. J'ai un projet qui est en retard de plus de 9 mois. C'est un projet sur la première brique, le Bigot, mais c'est en train de se dénouer parce que j'ai déjà eu des remboursements partiels, donc pas de panique. Parce que souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des retards, souvent, tu as déjà eu des remboursements partiels. Donc attention, tu as déjà eu un retour de capital, voire même d'intérêt. Donc il faut prendre ces chiffres avec des pincettes et bien comprendre aussi que l'immobilier, il peut y avoir des retards et c'est normal. Et donc après, sur la partie droite, écoute, là, j'ai un petit tableau sur tous mes projets où j'ai les plateformes sur lesquelles j'ai investi.
j'ai mon nombre de projets, j'ai l'investissement cumulé, et ça, on peut le voir juste après. Tu vois ici, je suis très investi sur la première brique. En cumulé, j'ai investi jusqu'à présent 165 000 euros, donc c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup investi sur l'IMO, mais un petit peu moins maintenant parce que c'est de la promotion immobilière. Aujourd'hui, le marché est un petit peu compliqué sur ce secteur-là. J'investis de plus en plus sur Razors parce que c'est vraiment une belle plateforme avec de beaux projets de qualité. Et j'ai investi sur Club Funding. Donc voilà un petit peu quelques indicateurs. Et là, je t'en ai parlé également dans la vidéo. J'ai rajouté le délai d'émission moyen par plateforme. Donc comme tu le vois, je suis à 6,32 jours de délai d'émission sur la première brique. Donc c'est assez peu, sachant que sur d'autres plateformes comme Club Funding ou Anaxago, tu vois, j'arrive à 3 semaines sur Club Funding. Anaxago, voilà, c'est 57 jours, c'est énorme. Donc fais attention à cela parce que pendant ce temps-là, tes intérêts ne courent pas. Et puis, j'ai également un autre graphe juste à côté. Donc là, c'est que mes projets en cours. Donc tu vois, j'ai pas mal de stats. Je cherche à analyser au mieux tous mes projets pour comprendre et suivre au mieux tout simplement mes investissements. Parce qu'aujourd'hui, quand on investit autant, c'est important de bien comprendre le risque, de bien sélectionner ses projets. Et c'est vraiment une des clés du crowdfunding immobilier. Donc voilà pour cette formation gratuite sur comment investir en crowdfunding immobilier. Donc on a vu c'est quoi le crowdfunding immobilier, les bases du crowdfunding immobilier, comment investir en crowdfunding immobilier, également la maîtrise des risques avec la fiscalité et les aspects réglementaires, une étude de cas également vis-à-vis de mes stats d'un côté, mais également une plaquette que je t'ai montré qu'on a parcouru ensemble. Et donc, en termes de conclusion, qu'est-ce que je peux dire ? Écoute, le premier point, c'est forme-toi. N'hésite pas à regarder à nouveau cette formation gratuite. C'est important que tu comprennes ce dans quoi tu as investi. C'est essentiel aujourd'hui, quel que soit le type d'investissement. Le deuxième point, écoute, c'est d'analyser tes projets et fais-toi ton propre avis. Ça aussi, c'est très important. Tu dois investir dans des choses dans lesquelles tu crois. Et si tu veux vraiment progresser, écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour regarder des analyses de vidéos régulières. Ça te permettra de progresser, de comprendre les points clés, à étudier et à analyser. Et enfin, le conseil que je peux te dire, c'est de passer massivement à l'action. Forme-toi, vraiment, teste les choses. Tu peux commencer à investir à partir d'1 euro. C'est pareil pour la bourse, tu peux investir à partir d'actions à 50 euros. Donc vas-y, passe massivement à l'action et c'est ça qui te permettra de générer des revenus complémentaires, voire même d'atteindre peut-être, pourquoi pas, un jour la liberté financière grâce à tes investissements. Et si tu veux aller plus loin, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. J'ai interviewé le cofondateur de La Première Brique, Hugo Béhert, il partage énormément de valeur dans cette interview, beaucoup de choses très intéressantes que tu dois comprendre avant d'investir en crowdfunding immobilier. Alors je te dis à tout de suite, de l'autre côté, si tu cliques.